C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade, épisode numéro 20, épisode 20, dernier épisode normal de la saison. Dans 2 semaines, on vous prépare un épisode spécial retour sur la saison 2021-2022 des sénateurs d'Ottawa. Avec nous se joindront divers invités spéciaux, mais pour l'instant, je suis en compagnie de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, à la mise au jeu, on va s'ostiner, on va revenir sur l'article, la bombe qui est sortie dans The Athletic concernant le règne d'Eugène Melnyk à Ottawa. Et aujourd'hui, notre 6e attaquant est celui qui est derrière le chandail héritage noir des sénateurs d'Ottawa, le designer Jacob Barrett. Mais pour l'instant, JP Fortin, il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Donc, dans le warm-up ce matin, on a vu Brady Tkachuk faire son rôle de capitaine et d'être apprécié de ses partisans. Donc, Brady Tkachuk, après un match au Centre Canadien Tire, à son arrivée à la maison, a décidé de poursuivre son match, d'aller jouer une petite game dans la rue de hockey-ball avec des jeunes du quartier. Par la suite, il a répondu quelques jours plus tard à une lettre qu'une jeune partisane lui avait écrit. Donc, des beaux moments par notre capitaine des sénateurs. On a vu aussi que Brendan Gallagher n'a pas apprécié la comédie de Tim Stützle lors du dernier match entre les deux équipes, stipulant que Tim Stützle jouait la comédie et était gênant pour les jeunes d'agir de cette façon. Tim Stützle est sur une séquence de 7 matchs consécutifs avec au moins 1 point. Lors de cette séquence, il cumule un total de 11 points en date du 15 avril. Victor Lundin quitte la Suède pour rejoindre les rangs les sénateurs de Belleville. Marian Hossa, l'ancien sénateur, est maintenant dans les hauts plafonds du United Center à Chicago. Son numéro a été retiré. Daniel Alfredson a été de retour au Centre Canadien Tire et non, c'est pas pour un rôle dans l'organisation, mais bien à titre d'ambassadeur de la Suède. Et dernièrement, je sais pas si vous aviez vu passer ça et écouter cette entrevue du Wally and Method Show où ce que Daniel Alfredson a divulgué certaines informations peut-être sur son intérêt ou non d'acheter les sénateurs d'Ottawa. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Ouais, ben il a dit qu'il avait été approché par certains groupes d'acheteurs potentiels. Donc, c'est excitant, mais rien de sérieux. Rien de sérieux. Fait que dans le fond, ce qu'il dit, c'est montrez-moi un plan qui a de l'allure, puis je vais embarquer. C'est un peu ça qu'il veut dire. Il veut pas non plus prêter son nom à une gang que tout ce qu'ils veulent avoir, c'est son nom, puis faire la promotion pour acheter. Mais si quelqu'un y arrive avec quelque chose de sérieux, un plan financier qui a de l'allure, ben puis que non, il est prêt à embarquer. Fait que c'est quand même positif parce que toutes les fois qu'il essayait de revenir avec les sénateurs, ça marchait pas vraiment. C'est quand même positif là que il est pas complètement détaché. Non, il n'est pas détaché, il est impliqué dans l'hockey junior, dans l'hockey mineur, c'est-à-dire. Ouais. D'ailleurs, on lui a demandé est-ce qu'il serait intéressé à devenir coach pour les sénateurs d'Ottawa. Il a lui-même dit ça a l'air que c'est bien facile de passer de Pee-Wee à NHL de ce temps-ci, alors qui sait? Mais tu sais, je pose la question, Daniel Alfredson, si mettons un jour il est pour revenir dans l'organisation, c'est-tu à titre d'entraîneur ou dans le front office? Moi, je ne voudrais pas comme entraîneur parce qu'un entraîneur, ça a une date d'expiration, tu sais, de 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent. Fait que je voudrais pas briser ma relation. Je veux qu'il soit assis en haut un peu à la Joe Sakic avec Colorado. Okay. Là, tu sais. Steve Eisenman à Détroit, Joe Sakic à Colorado. Exact. Fait qu'il prendrait la place à Pierre Dorion. Ben, Pierre Dorion va bien penser à la retraite un jour. Il paraît que quand Brady est allé jouer avec les jeunes, il s'est battu 2 fois, puis un cross-check dans le dos à un des jeunes. Fait qu'on envoie nos sympathies aux parents là, à l'hôpital. Pour en revenir au match du Canadien, où ce que Gallagher s'est attaqué dans les médias par rapport à Tim Stützle, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'est vrai que Tim Stützle joue la comédie puis attire les regards des arbitres? Vu que cette séquence-là, plus je regarde la vidéo, plus je me dis que c'est
C'est un coup de genou. Il n'y a pas un gars qui reste debout. Il n'y a pas un gars qui reste debout après avoir mangé un coup de genou à travers le genou de même. Là. Même c'était le corps au complet à travers le genou. Fait que je pense que ce que Gallagher il reprochait, c'était de se tenir le genou à terre puis de regarder l'arbitre, voir ce qui se passait. Puis c'est peut-être plus ça qu'il reprochait. Mais le coup, je veux dire, il n'y a pas personne qui reste debout là-dessus. Gallagher il a essayé de reprendre un peu sur ses épaules pour pas qu'on parle du coup de Suzuki. C'était pas un coup de cochon, c'était un coup dans l'action, je pense, là, plus que d'autres choses. Là. Mais c'est drôle venant de Brendan Gallagher, écoute, là, ça a pris comme 20 minutes, puis il y avait déjà un montage sur Internet de toutes les fois où Brendan Gallagher a plongé. Là. Puis quand il parle c'est gênant, on est des role models pour les enfants qui nous regardent. Moi, perso, j'aime mieux que mon enfant regarde Timmy que Brendan Gallagher joue au hockey. Là. Effectivement. Ben, si ce n'est que la façon dont il a sauté au coup de Tim Stutzler à la fin du match, ah oui, Sucker mieux, Punch, bang, bang. Wow, quel bel exemple, c'est super. Ouais, c'est ça. Il se contredit de belle façon. Et que dire des partisans du Canadien de Montréal, ainsi que de plusieurs journalistes qui s'obstinent encore aujourd'hui à dire que Tim Stutzler a manqué 2 matchs pour ne pas perdre la face. Ouais. Épouvantable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ridicule. C'est un athlète professionnel de 19 ans qui accepterait de s'asseoir 2 matchs ça juste fait aucun pour sens. prouver un point. Non, ça fait aucun sens. Zéro. Mais tu sais, moi, c'est ce qui me fascine dans tout ça, c'est que on a vu encore une belle démonstration, là. On parle pour parler, là. On a vu encore une belle démonstration, là, que, encore une fois, les médias des Canadiens de Montréal réussissent par n'importe quelle façon de détourner les regards sur un sujet quelconque après une mauvaise performance de l'équipe. C'est là, les Canadiens avaient mal joué. Les Sénateurs les battent 6-3 sur une contre-performance. Puis là, après la game, tout ce qu'on parle, tout ce que les médias parlent, c'est la comédie de Tim Stutzler puis les propos de Brendan Gallagher. Puis on en a entendu parler pendant 2 semaines après, je pense. On entend encore parler. Écoute, c'est le 2e joueur après McDavid qui cause le plus de pénalités. Là. Je pense pas qu'on traite McDavid de fakeux ou de plongeur. Timmy, oui, c'est pas le... Écoute, là, moi, je le compare un peu des fois à Kachuk, là, quand il est arrivé dans la ligue, il avait l'air de Bambi, il patinait, puis il tombait à gauche, puis à droite. Puis encore aujourd'hui, Brady, à tout bout de champ, il va aller dans le coin tout seul, puis il va tomber, là, tu sais. Timmy, il a encore du muscle à prendre, il a encore de la stabilité à prendre, mais écoute, un joueur électrisant puis rapide comme ça force les joueurs à essayer de sortir le bâton. D'après moi, c'est quelque chose qui va s'améliorer avec les années. Les fois où il va avoir le bâton entre les jambes, il va peut-être être capable de rester debout puis continuer. Parce que si tu donnes le choix, là, entre avoir sa chance direct tout seul sur le net ou causer un 2, il n'y a pas un être humain sur la terre qui va choisir le 2 à la place. Là. Fait que non, moi je suis pas inquiète. Puis ce qui me rassure dans tout ça, moi, ce qui me fait dire que c'est on-check, si on veut, qu'un joueur pourrait pas arriver d'un sénateur puis faire le clown, faire le bozo, plonger, parce que Captain Brady va s'asseoir avec puis avoir une discussion avec, ce sera pas long. Fait que s'il fallait que Timmy joue la comédie, Brady serait le premier à s'asseoir avec puis dire écoute, Chummy, on n'est pas de même ici. Sinon, est-ce que vous avez vu dans la victoire de 3-2 contre les Bruins de Boston, je change de sujet là, la passe de l'arbitre aux joueurs des Bruins? Oui, je l'ai filmé, moi. Je me suis levé de mon divan. Je sais pas, the fuck, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça de ma vie. T'as-tu vu JP Fortin? Non, pas vu ça. J'ai pas écouté la game. Le gars des Bruins veut sortir de la zone. Puis il y a de la pression. Je pense que c'est Gambrell qui met de la pression dessus. Fait que le gars des Bruins le renvoie par en arrière, comme pour la rimer le long de la bande. Oui. Mais l'arbitre est dans le coin. Oui. Fait que l'arbitre arrête la puck. Mais là, ça fait que Gambrell va être le premier à aller sur la puck. Mais l'arbitre, il voit bien que c'est à cause de lui, il était dans les jambes. Fait que le gars de Boston qui est en arrière du but, l'arbitre le regarde, puis il pousse la puck avec son patin. Ah, ouais. Oui, il fait une passe sur la palette, direct sur la palette. Okay. En termes d'hockey, il fait un over, genre... Ouais, quasiment, ouais. OK. Il fait une passe sur la palette, puis j'ai jamais... Tu sais, des fois, c'est plate, là, l'arbitre, il est dans les jambes, puis il arrête le jeu, mais qu'est-ce que tu veux? Il fait partie du jeu, même s'il veut pas faire partie. Ils n'ont pas tout le temps de sauter sur le bord de la bande pour empêcher. Mais normalement, il laisse la puck là, il se tasse, puis il laisse la puck là. Non, lui... Elle était supposée d'aller là, mais elle l'a envoyé là. Il voulait avoir peut-être une passe à sa fiche personnelle. Mais tu sais, il n'y a pas eu de but, mais s'il avait fallu que dans un contexte comme ça, Boston aille scorer, qu'est-ce qui serait arrivé? Ah, ça n'aurait pas été beau. Je sais pas ce qui est arrivé. Probablement que
Il y aurait eu une longue discussion avec Toronto après. Là. Ouais. Ben, je peux pas Puis croire. parlant de vouloir faire une passe, tout un jeu d'Anton Forsberg hier qui a reçu la rondelle dans sa zone, en avant du filet. Plein de joueurs en avant, lève la tête, voit Connor Brown à peu près entre la bleue puis la rouge, puis il fait une stretch pass là, à travers 10 joueurs sur la glace, pack sa palette, échappé. En désavantage numérique, ça. Ouais, roulement de tambour, Connor Brown en échappé. Il score pas. Pas de but. Il est tellement pas scoreur, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. C'est hallucinant. Il pourrait en scorer 40 dans l'année, lui, s'il voudrait. Puis Formenton, même affaire, les deux. Ah. Les deux, comme avoir autant de chances. Là, hier, là, c'est au moins 3-4 chances en désavantage numérique. Des bonnes, là, des 2 contre 1, des échappés, des... non, Swayman a eu le dessus à toutes les fois. Mais tu sais, même s'il score pas, on l'aime. Il y a des chances. Je l'aime, Ouais, Connor Brown, puis je l'aime. On va les prendre, des chances. Pendant ce temps-là, ils sont pas dans notre zone. Là. C'est correct, parce que moi, Connor Brown, je le veux sur mon 3e trio. Oh oui, c'est sa place. C'est un rôle plus défensif, puis tout le monde va être content. Dans un instant, on revient sur l'article de The Athletics concernant l'ère d'Eugène Melnyk à Ottawa. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Messieurs, hier, The Athletic a publié un article bombe, un article dont d'ailleurs on avait eu vent il y a quelques mois que ça s'en venait. Un article au sein duquel Yann Mendez a contribué. Ouais, j'ai été surpris de ça. Ben, je pense que Yann Mendez s'établit comme un journaliste transparent qui n'a rien à cacher ici, là, qui prend pas de bord puis qui dit les choses comme ils sont. En fait, j'ai envie de dire beaucoup de grosses annonces, mais en même temps, rien qui m'a surpris. Genre, j'ai eu l'impression d'avoir tout déjà entendu ça entre les branches à gauche puis à droite. Ben, c'est ça qui est triste. Bon, avant toute chose, pour le monde qui sont fans des Sens, qui sont moindrement habiles avec l'anglais, j'aimerais ça que vous nous faites un petit résumé de l'article pour ceux qui ne le verront pas ou ne l'auront pas vu. Ben, en gros, tu sais, là, si on veut parler de ça, là, tout ce qu'on craignait puis tout ce qu'on entendait un peu à gauche puis à droite, tout le monde qui est dans l'environnement des sénateurs, que ce soit une compagnie qui fait affaire avec eux autres, que ce soit des employés, que ce soit... On a entendu des histoires à travers le temps, mais c'était jamais vraiment rien qui était rapporté officiellement, tu sais, que beaucoup d'employés étaient pas payés, que même des compagnies qui font affaire avec les sénateurs étaient pas payées non plus, que Eugene Melnyk, qui était un one-man show, puis il décidait tout, puis il pouvait être très colérique par moment, il voulait tout décider, puis écoute, ils nous ont défilé des histoires là, une après l'autre là. Tu sais, on parle d'un gars qui était probablement, tu sais, avec des commentaires homophobes. Quand les sénateurs, un exemple, quand les sénateurs ont sorti leur campagne de publicité Love is Love, où on voyait deux hommes, deux femmes s'embrasser, tu sais, pour dire, gars, avec des chandails des sénateurs. Et Eugene Melnyk n'était pas au courant que ça allait sortir. Quand ça l'a sorti, écoute, là, il a écrit direct là, en lettres majuscules à sa gang de marketing qui a permis de faire ça. C'est quoi on est la joke de la Ligue nationale. C'est quoi cette affaire de gay-là public devant tout le monde? Puis là, je pense que le gars qui a mis en place cette campagne-là, ben, il s'est fait rabrouer. Je pense que plus tard, il s'est fait virer parce que Melnyk, c'était un peu qu'est-ce qu'il faisait en même temps. Il pouvait dire ramasse tes boîtes, va-t'en chez vous. Puis le gars rentrait le lendemain comme si de rien n'était. Là, il continuait à travailler. Puis tout était beau. Là. Il y a aussi là, au moment de l'assassinat de George Floyd, quand la plupart des équipes de la Ligue démontraient leur support au mouvement Black Lives Matter, Eugene Melnyk a envoyé un courriel à tous ces directeurs de département de marketing, etc. A dit, aujourd'hui, vous mettez rien sur les médias sociaux, vous ne partagez rien qui a rapport avec Black Lives Matter, vous ne mettez pas de rectangle noir en signe de solidarité, on n'embarque pas là-dedans. Et quelques temps plus tard, ils ont fait une petite annonce qui disait les sénateurs d'Ottawa ne sont pas pour la violence et le racisme. Quelque chose qui, selon l'article, a vraiment déplu à Anthony Duclair à l'époque. Avec raison. Je comprends donc. Lui qui est toujours impliqué dans ce mouvement-là d'essayer d'inclusivité, etc. Fait que tu sais, moi je me dis suite à ça, pourquoi est-ce que ça a mal fini quand Anthony Duclair? Faut pas chercher plus loin là. Ben non.
Parce qu'il y avait un contrat plus gros que ce qu'il a réussi à trouver ailleurs par après, tu sais. L'offre des sénateurs était plus grosse, mais à un moment donné, il y a une question de principe là. Fait que il savait qu'il allait avoir son argent ailleurs de toute façon. Absolument rien que Pierre Dorion pouvait faire, selon moi. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je parlais tantôt. Je dis peut-être que Pierre Dorion va avoir un peu les coups des franges, puis va avoir une espèce de nuage qui était toujours au-dessus de lui, qui va lui permettre de prendre les décisions qu'il veut prendre, des décisions de hockey, puis pas des décisions basées sur l'humeur du propriétaire. Puis juste pour confirmer, là, tu sais, il a écrit direct tout de suite après qu'il ait vu la campagne. Are you the one responsible for this fucking gay campaign? Have you lost your mind? You need to take that shit down immediately. Comme, wow. Imagine, ça a aucun bon sens, là. Aujourd'hui, là, c'est fourrette. Fait que dans le fond, là, ce que je comprends bien, là, j'ai pas lu l'article concrètement. Si on peut faire un résumé, c'est que y a une journaliste qui a dévoilé au grand jour toutes les rumeurs des années passées de ce qui s'est passé avec Eugène Melnyk. Dans le fond, c'est ça, là. Ben, il y a beaucoup d'employés, il y a même des anciens joueurs, puis j'ai même eu l'impression qu'il y avait peut-être des joueurs actuels qui ont parlé, mais tous sous l'anonymat. Ouais. OK. Écoute, les employés, là, si t'étais un employé des Sens puis qu'ils décidaient qu'ils t'appelaient pendant que t'étais en vacances à n'importe où puis que tu répondais pas au téléphone, là, tu te faisais rappeler puis il lui disait hey, tu travailles pour moi, tu sais-tu, je suis qui? Puis quand je t'appelle, tu réponds au téléphone puis traiter de nom, traiter de tout ce qui est possible de traiter quelqu'un, là. Grosse culture de peur aussi à l'interne. Ouais. Quand on savait que Eugène Melnyk était dans l'aréna, les gens, le climat changeait, ça devenait tendu. Ouais. Il y a aussi toutes les histoires par rapport à... Là, son nom m'échappe, mais le monsieur de l'Ukraine que Eugène Melnyk a pris sous son aile. Puis là, ce monsieur-là travaillait en IT, donc en TI. En informatique, voilà. Ouais. Puis là, lui, il a aidé avec ses compagnies et ensuite avec les sénateurs aussi. Ce monsieur-là habitait avec Eugène Melnyk au Barbade, etc. Et puis là, à un moment donné, il y a eu des frictions et Eugène Melnyk a décidé qu'il accusait la personne d'y avoir volé 12 000 $. Ouais, tout le monde le volait. Tout le monde y volait de son argent. Tout le monde il était tout le temps suspect que n'importe qui travaillait pour lui ou qui était avec lui, il avait volé quelque chose. Fait que là, il l'a framé, il a fait semblant que il l'a fait venir au CTC, il a écouté une game avec, puis quand la game a été finie, il l'a amené dans un bureau où il y avait un agent de police, puis il dit « Écoute, tu m'as volé 20 000 $, puis ça a l'air qu'à l'aéroport, ils ont trouvé que tu avais volé mon argent, puis tout ça, puis je peux t'éviter tous les problèmes si tu admets que c'est toi qui l'as volé. » Puis écoute, c'était des partenaires, là, t'es vois en photo ensemble là, depuis longtemps, là. Puis lui, il a dit « Écoute, mais je t'ai rien volé, j'ai jamais rien volé. » Puis il a prouvé les documents que c'était pas vrai, qu'ils n'ont pas trouvé d'argent sur lui quand il était à l'aéroport. Puis Melnyk l'a jamais accepté. Puis il a dit prends tes choses puis va-t'en. Ça, c'était un gars sans famille qui considérait Eugène Melnyk comme pratiquement comme son père. Là. Ouais. Puis anecdote, je sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter par rapport à ce monsieur-là. Pour les vieux de la vieille qui se souviendront, à peu près 9 ans passés, le site Hockey Buzz avait publié plusieurs articles sur la situation économique des sénateurs d'Ottawa. Et entre autres, un des articles disait que la Ligue nationale était vraiment était pas content avec ce qui se passait à Ottawa, était inquiet. Et pas longtemps après, et étrangement, les dates concordent avec le moment où Eugène Melnyk a pris ce monsieur spécialiste de TI sous son aile. Le site s'est fait hacker. Les articles ont tous disparu. Ensuite, Eugène Melnyk, puis il y avait des liens. Ils ont réussi à retracer que le piratage provenait d'Ukraine. Mais on n'a jamais été capable de confirmer que Eugène Melnyk était vraiment impliqué. Ceci étant dit, on sait que Eugène Melnyk était de descendance ukrainienne. Puis suite à ces commentaires-là, Eugène Melnyk avait traité le blogueur de petit blogueur, puis que c'était des niaiseries, puis c'était pas vrai. Fait que c'est pas plein de choses qui suite à cet article, on fait 1 + 1 = 2, là.
Puis, tu sais, il était du genre à débarquer dans la chambre un peu n'importe quand. Après une défaite, il arrivait dans la chambre, à l'étranger, à la maison, n'importe quand. Puis, le seul qui était capable un peu de garder une distance, c'était Brian Murray, qui était capable de dire, gars, reste dans ton bureau, puis qui était capable de faire une certaine séparation. Depuis qu'il était parti, je pense pas que Pierre Dorion avait un peu le même impact. Mais écoute, pense à ça, là. 2007, ils se font éliminer. Match numéro 5. À Anaheim, lui, puis souvent, quand il descendait dans la chambre, il était à moitié chaud. Il descend à moitié chaud dans la chambre, pendant que les gars, ils ont toute la tête entre les deux jambes, ils viennent de perdre la Coupe Stanley. Le propriétaire rentre, puis il se met à déblatérer des niaiseries, puis il dit « Hey, moi, avant, là, moi, j'étais un goaler avant, là, puis là, il se prend un bloqueur, puis un bâton, puis il fait semblant d'être goaler, puis il fait des sparades à gauche puis à droite en disant, tu sais, là, en faisant son show de... Puis là, il crie parce que il dit, dis-le l'autre bord qui baisse le son. Ils viennent de gagner la Coupe Stanley à Anaheim. Là. Puis lui, il dit, dis-le de baisser le son. Faut que je parle au gars, mais faut que je donne mon show, moi. Vas-y, les joueurs, là. Ah, mais dans tout ça, on réalise pas qu'on est quand même chanceux d'avoir des joueurs qui veulent jouer à Ottawa. Ben... Ouais. Hey, ça n'a pas de bon sens. Dans tout ce que vous me dites là, je savais aucune de ces histoires-là. Puis c'est... On dirait un téléroman ou ben on dirait... des histoires de... Oui, il y a une série sur Netflix à faire avec ça, ça n'a aucun bon sens, là. Ouais. Mais puis là, si je fais un parallèle avec ça, Jean-Philippe, on parle de quand Daniel Alfredson a quitté pour Détroit pour des raisons on y avait promis une extension de contrat qui venait pas, il y avait des conflits salariales. Puis quand Daniel Alfredson a quitté, Eugène Mernick a tout de suite été voir son monde puis a dit là, Daniel Alfredson, c'est fini. On l'honore pas, on l'aime pas, on va le jeter dans la boîte. Puis quand Daniel Alfredson est revenu à Ottawa, la première fois, il a dit non, on lui fait pas d'hommage, on lui fait pas Il savait rien. que ça allait remplir, là. Puis il a dit on triple les prix des billets. Ouais, on triple le prix des billets, comme ça, ça remplira pas. Ou je vais juste en profiter de me faire plus d'argent. Pour ruiner son retour. Puis je m'en rappelle, moi j'étais là au match de retour, c'est la seule fois que les billets debout étaient à vendre. Puis j'avais un billet debout. Moi puis Phil, on avait 2 billets debout pour aller au retour, pour le voir dans un warm-up, là. Fait que c'était plein, là. C'était plein. Puis écoute, là, il y a une espèce de film de marketing qui est venu pour faire une espèce d'évaluation de comment les gens aimaient travailler pour les sénateurs. Ça date de 2017, là. Je vais me dire, ça fait 5 ans, mais quand même, là. On parle de 6,1% des employés qui recommanderaient à un membre de leur famille ou leurs amis de travailler pour les sénateurs. Puis, 11% trouvaient qu'ils étaient payés équitablement. 94% du monde disent « Viens pas travailler ici ». Ouch. Ça fait mal, là. Puis là, ben, c'est Anthony Leblanc qui est pris pour répondre à ces questions-là aujourd'hui, tu sais, puis c'est correct, là, il va répondre, écoute, c'est un sondage de 5 ans, puis on parle pas des salaires de nos employés, puis we don't negotiate in public, comme Pierre Dorion. Il faut leur donner, par exemple, que depuis un certain temps, on dirait que les choses ont l'air de s'être stabilisées un petit peu. Une chose que les gens ont beaucoup critiqué depuis hier, c'est le timing de la sortie de l'article. Ouais. On sait que l'article était... Ben, je veux dire, tu fais pas un article de même en une semaine, là. Non. Ça fait longtemps que c'était en cours. J'imagine que le décès de M. Mernick a probablement... clairement embêté The Athletics, qui ont quand même choisi de le publier quelques semaines après son décès. Vous pensez quoi de ça, vous autres? En fait, en tout cas, c'est mieux que le journal de Montréal avec Québec. Ils ont laissé 2 semaines. Oui, ils ont laissé 2 semaines. C'était la presse. C'était la presse. C'était la presse, ouais, c'est vrai. Le journal de Montréal n'a pas voulu vendre son punch tout de suite. Katie Strang, c'est elle qui a fait l'article sur les Coyotes de Phoenix dans le temps. Tu sais, c'est une journaliste très qui va chercher loin, qui fait ses recherches, qui creuse, puis qui fait pas un travail pour sortir une histoire là, du jour au lendemain. Là. Elle fait un travail pour que quand ça sort, il y a personne qui peut remettre en question qu'est-ce qu'elle a écrit. Elle relate des faits, elle relate pas ses opinions. Puis oui, probablement que ça fait longtemps que c'est prêt. Est-ce que il était au courant que Mernick était beaucoup plus malade dans le dernier mois, dans le dernier temps, puis OK, là, c'est peut-être pas le temps. Mais en même temps, tu sais, le monde dit sort ça pendant l'été, mais The Athletic, là, ça reste une compagnie, là, ça reste une compagnie qui a besoin que les gens lisent ses articles, puis tu sors pas ça l'été pendant que tu sais, le spotlight est plus là du tout. Fait que si l'article était prêt, 2 semaines après sa mort, les gens disent ouais, mais là, ses filles sont poignées pour lire ça, puis écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Il était comme ça, et s'il voulait pas que ses filles soient au courant, il fallait pas qu'il soit comme ça, là. Honnêtement, j'aime mieux que ça arrive là,
qu'on soit dans la transition du nouveau propriétaire. Puis à la fin de ou l'année. de la nouvelle propriétaire. Puis que l'année prochaine, on passe des nouvelles roues puis un nouveau frame d'organisation. Que cette nouvelle-là sorte à la nouvelle saison avec un nouveau propriétaire, une nouvelle structure pis tout, puis que ça vienne encore entacher l'organisation. Tu sais, j'aime mieux que ça se fasse là, après ça qu'on parte sur des nouvelles bases. Puis The Athletic le savait, là, parce qu'il aurait sorti ça l'année prochaine pendant que les nouveaux propriétaires sont là, puis tout ce qui aurait sorti, c'est ça, c'est des vieilles affaires. Ça, ouais, ça aurait pas généré autant de... C'est ça. Mais je pense que ça va peut-être aider les fans des Sénateurs à faire une espèce de conclusion de l'histoire avec le propriétaire que, écoute, c'était pas pour rien, là. Melnick out, c'était pas pour rien. Ah, c'était pas pour rien, puis que le détachement que les partisans ont eu pendant des années, c'est parce qu'à un moment donné, Ottawa, c'est pas, je veux dire, tout le monde se connaît à Ottawa, là, c'est pas gros, là. Tout le monde connaît quelqu'un qui a travaillé pour les Sens, qui a fait affaire avec les Sens, puis les histoires, on entendait à gauche puis à droite depuis toujours. Fait que je pense que ça peut peut-être permettre de mettre une ligne dans le sable puis de dire voici, on repart sur des nouvelles bases. Puis même que c'est déjà commencé, il y a des compagnies qui disent qu'ils viennent de recevoir leur paiement complet pour des contrats de 2019-2020 qui pensaient jamais voir cet argent-là, tu sais. Je pense probablement qu'on repart puis on fait une ligne dans le sable. Il y a eu l'ère Melnick puis il va y avoir l'ère après Melnick. Puis j'ai juste une chose à dire. Si après avoir lu l'article, la seule réaction que t'as, c'est un peu de respect pour ses filles, c'est pas le temps. Relis l'article à quelque chose que tu as pas compris. C'est ça. Le problème est beaucoup plus gros. Il y a aussi une dame qui s'est fait traiter de tous les noms par courriel, qui a fait une plainte directement à la Ligue nationale de hockey et qui n'a aucune idée à ce jour si la Ligue a même fait un suivi ou s'il y a même eu des répercussions. Elle le sait pas. Elle n'a jamais eu de suivi. Ah ouais, c'est fait traiter du mot en C, c'est fait traiter de tout. Toutes les... Nomme-les tout. Au contraire, ces filles devraient savoir ça. T'sais, s'ils sont pour garder l'équipe, je pense que tu peux pas réparer quelque chose auquel t'es pas au courant. Fait que là, ils sont au courant. Ouais, mais là d'une manière ou d'une autre, je veux pas te plate, là, mais le pire scénario, c'est qu'ils gardent l'équipe. Là. Tout dépend. S'ils ont le budget, puis s'ils ont le désintérêt, si on veut, tu sais, s'ils aiment l'équipe, mais qu'ils sont capables de rester hands-off, puis qu'ils sont capables de bien s'entourer, un propriétaire, là, ça n'a pas besoin d'être un génie. Là, ça a juste besoin, c'est un fournisseur d'argent, là, si on veut, puis il a besoin d'être entouré par des personnes hockey, des personnes, tu sais, un bon CEO, un bon COO, puis la business, ça va rouler tout seul. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, dans l'éventualité qu'on voudrait avoir un nouveau vent dans cette organisation-là, il faut changer la personne en haut. Faut plus que le mot Melnick n'apparaisse nulle part, là, tu sais. À mon sens, je sais pas. Avis, là. En autant que ce soit, parce que le problème, c'est qu'on est tellement habitué que ce soit lui qui soit en première page puis en avant-scène. C'est pas comme, c'est loin d'être comme ça dans toutes les équipes. Les belles équipes, ils savent même pas c'est qui leur propriétaire ou, tu sais, là, ils le voient jamais, là. Fait que si on est capable d'amener d'autres visages qui sont vraiment le visage de la franchise puis que les propriétaires, ça reste une arrière-pensée, ça peut marcher. Je suis d'accord avec JP que pour le partisan, un nouveau départ avec un nouveau groupe de propriétaires, ça ferait du bien. Ouais. Ça fait plus de 10 ans, là, que des foleries à gauche et à droite qui se passent, là. On a Quen solide, nous autres, là, pour être encore là. On se cachera pas. Mais je pense que c'est pas un désastre s'il reste. Je pense que ça peut marcher. Ce serait-tu l'idéal? Probablement. Mais je pense que ça peut marcher pareil. Ben, ça peut marcher, mais ouais, c'est ça. Exactement. Faut qu'il s'entoure. Puis qu'il délègue à ses employés. Je pense pas qu'ils vont descendre dans la chambre parler aux joueurs. En tout cas, je les vois pas faire ça. Fait que pour les gens qui ont pas lu l'article, vous pouvez aller sur The Athletic, sont pas un commanditaire du podcast, en tout cas pas encore. Puis probablement que vous pouvez avoir une espèce d'abonnement gratuit parce que c'est pas un article qui est public, right? Il y a eux autres qui ont une espèce ils ont un abonnement payant, The Athletic. C'est payant, fait que probablement que vous êtes capable de vous prendre un abonnement au moins d'un mois gratuit ou un essai gratuit ou d'un jour ou je sais pas, mais je pense que ça vaut la peine de un, puis de deux, je pense qu'on a un des bons journalistes en Ian Mendez en anglais, là, si vous comprenez l'anglais puis vous voulez suivre les Sénateurs, qui fait un bon travail presque tous les jours là, à écrire sur les Sénateurs. Fait que je pense que ça
Ça vaut la peine. Sinon, j'ai juste mentionné que Sylvain Salorac a aussi fait une chronique retour sur cet article-là, à lire aussi dans le droit. Oui, on va mettre les liens de tout ça dans l'épisode. Dans un instant, on reçoit le concepteur du chandail Héritage, Jacob Barrett. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Il est designer graphique, il est copropriétaire du 5e baron à Gatineau, secteur Aylmer. Grand fan des Sens de Gatineau, Jacob Barrett est avec nous. Salut Jacob, ça va? Salut les gars, ça va bien vous autres? Oui, salut Jacob. Jacob, on s'en est parlé un peu tantôt, mais moi je t'ai découvert il y a longtemps via le site Aesthetic. Ça pour ceux qui n'ont aucune idée ce que c'est, et probablement beaucoup de gens comme moi d'ailleurs, qui ne sont pas des freaks de design sportif. C'est un site où il y a un inventaire de tous les logos des chandails. Les gens peuvent soumettre des concepts, etc. Et c'est là que tu avais soumis un concept. Tu proposais un chandail noir dessinateur avec un O devant. Yes. Dans le fond, j'ai monté ce truc-là. C'est une drôle d'histoire, puis je l'ai pas conçu, en fait. C'était vraiment pas pour concevoir un jersey en tant que tel. C'est qu'en 2000... je me rappelle même pas de l'année, mais l'année que Reebok avait pris... je pense que c'était l'année que Reebok avait pris les contrats d'uniformes de la Ligue nationale. La première année, les équipes avaient sorti avec 2 uniformes, puis il y avait commencé à avoir des rumeurs en ligne que l'année suivante, il allait avoir des alternate uniforms, des 3e uniformes. Fait que j'avais remarqué ce nouvel uniforme-là des sénateurs qui avait la patch sur les épaules avec le O. C'est à ce moment-là, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire des sénateurs modernes que cet emblème-là était comme refaisait surface un peu. Fait que j'avais pris ce patch-là, pas physiquement, tu sais, je m'étais fait comme un peu un petit design. J'avais essayé de m'imaginer dans mes logiciels de design. J'étais persuadé qu'ils allaient aller avec ce look-là pour leur 3e uniforme. Étant donné qu'il était déjà présent sur les shoulder patch, je me disais pour créer une continuité dans l'identité visuelle de l'équipe. Fait que j'avais créé cet uniforme-là qui était noir avec le haut, puis il y avait quelques modifications à ce qui est sorti finalement, mais c'était purement pour me donner une idée de quoi ça aurait de l'air. Il n'y avait aucune intention que ça voit le jour. Fait que, ouais, à partir de ça. Là, tu l'as soumis au site? Ouais, non, l'histoire, en fait, c'est plus vous avez le temps. Ouais, je vois. On a le temps. Parfait. Bon, mais arrêtez-moi si vous avez des questions, parce que l'histoire s'est étalée sur plusieurs années. Fait que, dans le fond, je faisais partie d'un forum de discussion qui existe encore, je pense, qui s'appelle HF Boards. Puis ils ont tous des sous-forums pour chaque équipe. Puis j'étais un membre actif à ce moment-là. Puis j'avais posté ça là-dessus, juste pour voir le feedback du monde, mais c'était plus pour dire que hey, je pense que ça va être ça, comme le prochain uniforme, le 3e uniforme des sénateurs. Puis, tu sais, parle, jase, puis ça reste comme ça. J'ai rien pensé de ça par la suite. Je pense qu'1 an ou 6 mois après, 7 mois après, il a commencé le chatter les 3e uniformes s'en viennent. Ça l'a recommencé. Puis j'étais allé en ligne pour essayer de faire une recherche, voir s'il n'y avait pas eu des leaks ou des indices ou quoi que ce soit de qu'est-ce qui allait sortir. Puis c'est en faisant ces recherches-là que j'ai vu qu'il y avait je pense qu'il y avait comme 2 pages Facebook qui avaient pris le design que j'avais posté sur HF Boards, puis avaient créé des genres de pages Facebook pour essayer de partir des communautés. Ben oui, comme un peu pour partir, voir s'il y avait de l'intérêt, puis parler de ça, puis hey, ça devrait être ça. Fait que j'ai vu comme l'intérêt puis j'ai aucune idée, à ce jour, j'ai aucune idée qui était derrière ces pages-là, mais j'ai vu, ça m'a dit un peu qu'il y avait comme un intérêt. Fait que, tu sais, je suivais ça de près, puis laisse le temps passer, puis finalement, il y a l'abominable Jersey Sens qui a sorti SNES, SNES qui a sorti comme 3e uniforme.
Fait que vous comprendrez que j'étais T'as bien été déçu, déçu ouais, c'est ça. puis pas juste que c'était pas allé dans cette direction-là, mais aussi je le trouvais vraiment pas beau comme non seulement comme uniforme, mais même comme jersey tout seul. Je trouvais que c'était no rhyme or reason. C'était des lignes qui partaient de tout bord, tout côté. Ben, ce chandail-là, je trouve simplifié un petit peu avec un logo qui fait du bon sens en avant. On a quand même quelque chose, là. Ben, Et je suis d'accord que. mais c'était pas. Personnellement, puis je vais vous compter les recherches qui est arrivées puis tout ça, puis ça a fait, ça a cliqué comme après, mais fait que c'est ça, bien déçu de qu'est-ce qui avait été sorti, fait que j'ai commencé à porter un peu plus attention à ces groupes Facebook-là, puis ça jasait, ça chialait sur les chessboards, puis personne, le feeling général, c'était que l'uniforme était pas super bien reçu, fait que j'ai commencé à voir que des gens faisaient des comparaisons avec ce que j'avais posté en ligne, puis ça, puis il y avait des votes, des gens qui votaient sur HF Board, puis tout ça, puis c'était quand même assez... C'était en train de prendre une vie par lui-même, là, sans que tu aies besoin de le pousser, là. C'est ça, il y avait vraiment un intérêt comme à l'extérieur de moi qui tu sais, j'en parlais pas à ce moment-là, c'était plus comme bon, c'est ça. Puis ayant vu l'intérêt, j'ai décidé de... Tu sais, pourquoi pas? Fait que j'ai écrit à l'équipe, puis comme de raison, je m'attendais pas à recevoir de réponse, puis comme de raison, j'en ai pas reçu. Les équipes de sport professionnels, ils ont pas l'habitude de juste « Ah, t'as une idée, cool! Where do we sign? » tu sais. Fait qu'il y a rien qui est venu de ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, je suis pas le genre de gars qui a une idée d'un pied, là, tu sais, quand je l'ai dans la tête, c'est comme, let's go, faut que je m'essaye. Puis j'aurais jamais poussé l'histoire si j'aurais pensé que l'idée avait pas de mérite. Mais je trouvais vraiment, tu sais, qu'il y avait des racines à Ottawa où vraiment ça pouvait venir créer un lien entre l'histoire de l'ancienne franchise et la franchise moderne. Fait que j'ai commencé une pétition en ligne qui a comme pris un peu, ça a pris son envol. Les gens se sont mis à vraiment signer, partager sur Facebook. J'étais pas très Twitter dans ce temps-là. On parle de quelles années à peu près, là? On était encore en 2009, mettons, autour de 2008-2009. C'est ça. Fait que là, la pétition a commencé à prendre son envol, puis c'était partagé un peu partout. Puis à un moment donné, il y a Ken Warren qui m'a contacté du Citizen, puis c'était pendant l'été, c'était une journée quand même assez lente de sport là, au Citizen. Fait que il m'a dit hey, j'aimerais ça faire un article sur ton concept. Ça a l'air quand même assez populaire. Fait qu'il m'a contacté, puis on a parlé de ça. Puis le lendemain, ils ont mis ça sur la première page du Citizen. Oh, wow! Ouais, fait que c'était comme quand même assez in your face. Là. Je veux dire, c'était pas caché dans les pages de sport, c'était vraiment la une. Là. C'était pas le gros titre, mais c'était sur la première page. Fait que là, il y a Breakfast Television dans le temps, je me rappelle pas si c'était A-Channel ou... en tout cas, je suis allé faire ça, des entrevues à radio, certaines stations de radio, tout ça. Puis ça, finalement, je faisais super attention à ce que je disais dans les médias parce que je savais que s'il y avait une chance de travailler avec l'équipe, il fallait qu'ils s'assurent de... Premièrement, eux autres, ils savent même pas être en arrière du compte HF Board. Je suis un jeune de 12 ans. Fait que je m'assurais de bien présenter le concept puis de parler des intentions de design derrière. Finalement, en tout et partout, je pense après 3 ans de la journée où j'ai mis le concept en ligne à ce que je reçois un appel des sénateurs, ça a pris 3 ans. Puis, le premier appel, c'est drôle, ils m'ont appelé, ils m'ont remercié de l'intérêt que j'avais dans l'équipe, tout ça, mais pas plus que ça. Un petit message de PR, là. Ouais, un petit message, merci beaucoup, ben gentil, tout ça. Fait que ça restait de même, puis bon, écoute, it is what it is. Puis je pense 2 semaines après, j'ai reçu un autre appel, puis là, ils voulaient que je passe je me rappelle même pas c'était quoi le nom de l'aréna à ce moment-là, mon Dieu. Mais ils voulaient que je passe à Centre Corel. Scotiabank Place, ouais, je pense que c'était Scotiabank Place à ce moment-là. Aussi, ouais.
Mais c'est ça, ils m'ont demandé d'aller les rencontrer. Fait que je suis allé les rencontrer. On a parlé. Il y avait un peu un filling out process. Premier meeting, il y avait les avocats qui étaient présents, tout ça. Wow. Puis c'était très général comme discussion. Puis après ça, ben les meetings subséquents, on s'est mis la main à la pâte. Puis Fait que là, t'as travaillé avec eux autres, dans le fond. Ils ont dit, on a aimé ton concept, viens avec nous autres. Y avait-tu leur équipe de graphistes puis leur équipe pour te donner les outils que tu avais besoin pour mettre qu'est-ce que toi tu avais dans ta tête, ou c'était vraiment plus un travail d'échange, puis on fait des itérations, on les regarde, puis on recommence, puis... Ben, fait que l'idée originale, il y avait des stripes sur les bras, tout ça. Il y a pas eu de discussion avec leur équipe de graphistes. C'était vraiment Okay. Reebok qui gérait le design d'uniforme. Fait qu'il y a eu un appel avec Reebok. Quoique ça, c'est venu plus tard, une fois que j'ai peaufiné le concept. Mais ce qui est arrivé dans les meetings subséquents, c'est qu'ils m'ont mis en contact. On a eu un meeting avec les gens des sénateurs, moi puis Paul Kitchen, qui est un historien, le meilleur historien qu'il y a eu pour l'histoire des sénateurs d'Ottawa, tant qu'à moi. Okay. Un vrai gentleman. Il a écrit le livre Wintire Wrangle, qui était l'histoire des anciens sénateurs d'Ottawa. Fait que vraiment une encyclopédie sur tout ce qui était l'histoire du hockey à Ottawa. Pas juste les anciens sénateurs d'Ottawa, mais vraiment l'histoire du hockey. Fait qu'ils m'ont mis en contact avec lui, puis à ce moment-là, il y a eu... moi puis Paul, on s'est mis à travailler sur le projet. Beaucoup de rencontres aux archives nationales. Il allait souvent faire de la recherche là. Il marchait de chez eux pour aller aux archives nationales. Fait que je le rencontrais là. On est allé aux archives de la ville d'Ottawa pour sortir les vieux chandails en laine des sénateurs pour essayer de matcher le rouge, essayer de matcher comment que le off-white avait vieilli. Fait qu'on a fait beaucoup de recherches sur les différents chandails qui avaient été portés aussi, parce qu'il y en a eu plus qu'un. Fait qu'il y a pas juste eu dans le temps le pattern barber pole qu'on appelle, il y en avait eu d'autres. Il y avait des particularités dans les collets, dans les trims. Souvent les chandails étaient tricotés par les femmes des joueurs, fait qu'il y avait des inconsistances entre un chandail puis un autre. Fait qu'on a vraiment là, passé à travers tout ça. Même les patchs qui avaient été portés quand ils gagnaient des championnats, il y avait des variations entre toutes les patchs. Bref, on a pris tout ça, on a fait un ensemble, on a épuré le design qui était... Bon, je rentrerai pas dans tous les détails des divers éléments, mais fait qu'on a épuré le design, puis là, on a présenté le concept à Reebok. Puis Reebok sont venus avec... C'était pas difficile, là. Je veux dire, le look était complètement fait. Là. Fait que Reebok nous a envoyé des prototypes. On avait fait un en blanc pur, puis un en vintage white. Puis là, après ça, les prototypes, on s'en servait pour faire les tests de télévision. Fait que fallait que quelqu'un porte le chandail puis qu'il aille patiner, rentre sur le banc, rentre dans la boîte des pénalités, la caméra est dessus, voir que tout sortait bien. C'est drôle que vous avez fait tout ça pour ça. Je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était les Canadiens contre les Maple Leafs, je sais plus qui avait des chandails. Un match extérieur ligné qu'on voyait rien du tout. Oui. À ce moment-là, ils n'ont pas pensé pendant tout de faire 2-3 tests. I guess qu'il a passé le test, puis que le test, si tu passes avec 60%, c'est correct. C'est de passage. Mais fait que là, on avait fait ça, puis le dernier truc qui a été ajouté, c'est... puis peut-être vous avez vu ce chandail-là flotter aussi en ligne. Je leur avais présenté un chandail d'extra au moment de cette présentation-là qui était beaucoup plus fidèle au pattern barber pole des anciens sénateurs d'Ottawa. J'avais mis la patch de World's Champion qui avait porté une année, fait que c'était vraiment encore plus rétro. Puis le vice-président de marketing, Jeff Kyle, au sénateur à ce moment-là, c'est lui qui était venu avec l'idée. Il a dit pourquoi qu'on prend pas ta patch que t'as faite sur ce chandail-là, puis on le met pas sur les épaules de ce chandail-là. Puis la patch était pas pareille dans ce temps-là. Il y avait un established, je pense que c'était de 1893. La Ligue nationale n'existait pas officiellement en 1893, fait qu'elle a voulu qu'on enlève ça. Fait que, en tout cas, il a fallu les refaire. Puis, vu un autre belle petite nugget d'information, Jeff avait aussi eu la bonne idée qu'on fasse d'un côté
la patch Ottawa Senators, de l'autre côté, Sénateurs d'Ottawa. C'est toujours quelque chose auquel il faisait extrêmement attention. En fait, il avait changé le logo original des Sénateurs, le 2D, parce que ça disait Ottawa Senators. Il l'avait changé pour les feuilles de laurier, justement parce que c'était pas bien. Fait que ça a été le dernier détail qu'on a ajouté. Puis c'est ça. Après ça, on a reçu l'uniforme au complet. J'ai toujours trouvé que c'était une tellement belle attention, cette shoulder patch là, bilingue. Puis je pense pas qu'on a jamais revu de quoi de bilingue sur un chandail Sénateur, là. Ouais, c'était le meilleur call. Quand il a dit ça, j'étais comme, OK, c'est pour ça que t'es le gars de marketing. Ça faisait bien de l'allure, c'était rassembleur, c'était très Ottawa, très l'histoire d'Ottawa, puis l'histoire d'Ottawa, puis la région de la capitale nationale, elle est bilingue, tu sais, fait que puis pour moi, un gars d'Elmer, où Elmer est très bilingue aussi, c'était vraiment une belle touche, fait que ça a donné un beau produit uniforme qui parlait énormément, je pense, aux gens d'Ottawa. Ben, je pense qu'on l'a vu dans les estrades pour les années qui ont suivi. Juste tout récemment, le nouveau chandail a peut-être un peu pris le dessus, mais depuis le chandail rouge, on le voyait pas beaucoup, là. Les gens préféraient le chandail noir. Ouais, ben c'est ça, c'était... on a une soif à Ottawa comme partout, comme tous les fans de sport, d'avoir une certaine tradition, tu sais, on l'aime, notre chanson avec la trompette au début, on les aime, nos anciens joueurs là qui sont plus avec l'équipe, on veut les revoir, tu sais, on est pogné justement en deux gros marchés qui nous ont donné le blueprint de comment le faire. Là. Ils respectent les vétérans de l'équipe, sont extrêmement présents dans tout ce qui entoure l'équipe. Puis c'est ça, c'est quelque chose d'important. Puis il y a un retour à cet uniforme-là, je pense, pour beaucoup de gens qui sont maintenant qui ont un pouvoir d'achat, ben c'est une belle touche nostalgique pour nous ramener un peu. Quand tu as reçu ton chandail physique pour la première fois, quel feeling ça t'a fait? So, j'ai toujours dit, puis je disais à l'équipe de marketing des Sénateurs d'Ottawa que la raison pour laquelle j'avais poussé si fort pour ce chandail-là, c'était tout simplement pour pouvoir aller en acheter un puis le porter. C'est ça. Puis je me suis assuré que le premier chandail que j'ai eu, je me suis mis en ligne au Sun Store en tout le monde au lancement, puis j'étais allé l'acheter. Mais comme de raison, je veux pas sonner comme si j'ai été maltraité puis laissé à moi-même. Là. Il m'avait gardé deux chandails Pro Stitch. Il y en avait il m'avait offert une loge pour une game. Il y en avait pour tous mes amis. Mais c'était vraiment, j'ai voulu aller en ligne puis les acheter puis genre pas couper la ligne. Là. Je voulais me mettre en ligne avec tout le monde puis acheter un chandail. Mais c'était vraiment super cool. Puis c'était de voir les joueurs le porter. Puis c'est ça, des héros là dans le fond. Moi j'avais 11 ans quand ça a recommencé le hockey à Ottawa. Fait que c'est du monde que j'avais grandi un peu avec. Fait que c'était vraiment cool comme feeling. Il y a pas beaucoup de monde qui ont la chance de vivre ça, d'avoir leur franchise de sport préférée, qui porte un uniforme qui est rooted in history. Là. C'était quand même vraiment, vraiment spécial. Puis j'en garde de très, très beaux souvenirs. Fait que une chance qu'il n'y avait pas dans ce temps-là les sites comme Teespring où est-ce que tu peux te faire tes propres chandails et puis te faire shipper chez vous. On ne l'aurait jamais eu pour les Sénateurs. Tu n'en aurais eu un que pour toi. Exactement. Non, mais c'est drôle que tu dises ça pareil de one-off comme ça. J'avais fait un concept pour les Jets de Winnipeg, puis on l'a retrouvé sur un site de réplica chinois. Fini, là, physiquement, puis tout, là. Fait que. Wow. Mais non, c'est ça. Quand je disais tantôt que j'ai bien présenté le concept, tout ça, dans les médias, je voulais vraiment parler, puis j'essayais de parler un peu à travers les médias à l'équipe, de dire comme, tu sais, la pétition, c'est pas une pétition pour vous forcer, c'est regardez-la comme une étude de marché pour dire qu'il y a vraiment un appétit pour ce chandail-là dans le marché. Fait que c'est juste de voir la chose différemment. Puis ça a bien fonctionné au final, ça a sorti. Puis dans les meetings subséquents, c'est ça, ils m'ont mentionné que c'était leur meilleur vendeur à ce moment-là. Fait que ça a bien été. Aujourd'hui, le haut a l'air d'avoir complètement disparu. Ça te fait quoi, ça?
Ben, pas grand-chose, honnêtement. Je pense. J'ai fait sur Twitter pendant longtemps des genres de, de, de polls sur quelle combinaison d'uniformes les gens préféraient. Puis ça a fini très serré. Je faisais plusieurs combinaisons, mais on voyait qu'au final, les gens, ce qu'ils voulaient, c'était un uniforme le deux-dimensionnel en noir. C'est celui qui avait gagné pour le chandail à domicile. L'ancien en blanc, c'était celui qui avait gagné pour le chandail à l'étranger. Puis le Heritage en noir avec le haut, c'est celui qui était choisi pour l'alternate. J'ai toujours trouvé qu'il fitait bien là, personnellement. Je trouve que le chandail, le Heritage, c'est un meilleur design. Si on parle comme j'essaie de... Bon, c'est difficile, là, c'est moi qui l'ai comme créé, mais j'essaie de faire abstraction un peu de tout. Puis si on partait à zéro, puis si on n'avait pas une histoire justement avec tant de nostalgie associée à ce logo-là, comment que moi je me sentirais. Puis mon œil de designer graphique irait quand même avec le Heritage, juste pour le color blocking. Je me fais souvent demander quel élément que je préfère là-dedans, puis c'est la subtilité du color blocking où ce que c'est noir en haut, après ça rouge, blanc, ça revient noir, ça continue noir d'un pantalon, puis après ça revient. Ça commence d'un bas. Exactement. Fait qu'il n'y a jamais une couleur qui est pas à sa place dans l'ensemble de la chose. Mais bon, ceci étant dit, pour revenir à la question, le Heritage en rouge. As-tu participé? D'ailleurs, je vais poser une sous-question. As-tu participé au Heritage blanc / on dit vintage white, là, peu importe. Et le rouge, as-tu participé à ceux-là? Ou... Fait que non, j'ai pas participé à aucun des deux. Le blanc, écoute, c'est facile. C'était juste un inverse. Puis il a été super cool, pareil. Il m'avait envoyé encore là un jersey pas game worn, mais un jersey pour jouer, là. Un officiel, ouais. De C'était pas un Carlson. fanatique, genre. Là. Non, exactement, c'était le bon. Fait qu'il m'avait envoyé ça, mais non, j'ai pas participé. Il m'en avait glissé un mot que c'était ça qui s'en venait, par exemple. C'est ça, le rouge, non. Puis le rouge, de toute façon, je leur ai dit que c'était pas... je trouvais pas ça très... C'est pas mon préféré, disons. Non. Fait que... On pensera pas à l'histoire. On le voit pas tant que ça non plus, hein, quand tu vois. Non, c'est ça. C'est pas lui qu'on voit, c'est le noir. Mais le noir et le blanc, le noir et le crème ensemble, pareil comme set, je trouve que c'est super beau. Je trouve que ça fait un beau set pour n'importe quel autre, pour plein d'autres équipes dans la ligue, ça serait un super beau set. Mais j'aime. Oui, exactement. Mais j'aime quand même ce qu'ils ont pris comme chandail. Mais si je suis parfaitement honnête, puis j'ai vu des choses dont je peux pas parler, mais si il ramenait pas soit le noir, soit le blanc dans sa forme comme il était, les sénateurs, on le sait, ils ont tendance à vouloir essayer toutes sortes de niaiseries avec leur branding, que souvent ça stick pas, puis il faut qu'ils reviennent à ce qui avait déjà été fait. Mais selon moi, ça serait une erreur. Justement, encore cette année, il y a des rumeurs que l'année prochaine, il y a des troisièmes uniformes. Fait que, tu sais, n'importe quoi qui serait trop loin de ça. Je pense qu'on a trouvé une identité qui fonctionne à Ottawa dans ces trois chandails-là. Là, je pense qu'il y a quelque chose de cohésif puis qui tie-in l'histoire du hockey à Ottawa à l'histoire moderne. Oui, je suis d'accord. Donc, ça pour dire, le chandail actuel, tu l'aimes-tu? Ouais. Oui, je l'aime. J'ai grandi avec. Ils ont fait des mini-modifications. Ils ont fait une modification au blanc que j'aime pas, puis c'est qu'ils ont enlevé la barre dans le bas du chandail. Ça, j'aime moins. Puis ils ont fait de quoi de différent au bras aussi. Puis j'aurais vraiment gardé ça intact, puis je l'aurais simplement implémenté dans le gabarit Adidas, dans le fond. Moi, ce que je trouvais avec la bande que tu dis qu'ils ont enlevée, c'est qu'étant donné que les pantalons étaient noirs, ça donnait l'impression que le chandail était toujours trop court. Oui,
Mais j'aimais ça, moi. Puis j'ai toujours aimé ça. Ça coupe. En fait, j'ai toujours trouvé que le noir ou que le tone on tone qui finit au bas du jersey puis qui va dans les pantalons, ça coupe la courbe des jerseys modernes. Parce qu'ils sont tous arrondis en arrière. Je sais pas si Adidas sont arrondis aussi. J'ai pas porté attention. Je check moins ce détail-là qu'avant. Mais dans ce temps-là, je trouvais que ça venait couper cette espèce de courbe-là qu'on on savait jamais comment finir les chandails. Il y a des équipes qui font finir leur ligne en bas qui, auparavant, admettons, était vraiment horizontale. Ils venaient faire ça arrondi, puis j'ai jamais aimé ce look-là. Fait que je trouvais que ça réglait ce problème-là. Si tu avais à tout revivre ton histoire avec le chandail, mais que ça se passait aujourd'hui, penses-tu que les sénateurs te rappelleraient? Ben, pas avec... disons que moi puis l'équipe... Disons que j'ai eu des années... une relation difficile avec l'équipe après ces années-là. C'était juste... j'ai comme un peu pendant plusieurs années perdu plaisir. Je voyais pas la vision... je voyais vraiment pas la vision de l'équipe. Je voyais pas comment ils allaient s'en sortir avec les moves qu'ils faisaient. Puis j'ai vraiment perdu intérêt. Puis on a eu des discussions, moi puis des gens à l'équipe, où il a fallu qu'on jase un peu. Puis ultimement, c'est ça. On n'a pas trop gardé contact, disons. OK. Ouais, hein? Ouais. Fait que ça pour dire, les Sens 5 matchs à Québec, t'en penses quoi? Ben, écoute, j'étais en Europe, je viens de revenir, ça fait pas longtemps, mais j'étais en Europe quand ça est sorti, puis j'ai eu un peu de la misère à suivre. J'ai écouté même le monde d'ici, on a eu de la misère à suivre. Ouais, c'est ça. J'ai écouté un podcast ou une entrevue de Renaud Lavoie, puis j'écoutais ce qu'il disait, tout ça. Moi, j'ai jamais eu peur pour 2 secondes que les sénateurs allaient déménager. Puis je sais pas, je regarde Arizona, je regarde un peu comment la Ligue font leur truc aujourd'hui. Je pense que j'ai une compréhension générale de l'aspect financier des choses pour savoir qu'est-ce qui est au meilleur intérêt du Board of Governors. J'ai jamais cru dans cette idée-là de menace que l'équipe allait déménager. J'ai souvent eu des interactions avec des gens sur Twitter pour dire, tu sais, même 0%, je pense qu'ils vont déménager. Je pense que avec un Board of Governors, avec les propriétaires de la Ligue nationale qui sont tous là, qui voient une franchise qui tire un peu de la patte, mais qui voient l'opportunité des Plaines-le-Breton, puis qui voient comment on a supporté notre équipe, puis comment c'était une équipe avec du succès puis qui a été plein pendant des années. Là. Exactement, puis qui a été plein à Canada. Fait que quand tu regardes le real estate qui est disponible à Ottawa, puis la possibilité qu'il y a à Ottawa de construire l'amphithéâtre-là, la proximité à tout le monde, la proximité au marché de l'Outaouais, au transport en commun, je vois pas une meilleure situation dans une autre ville en Amérique du Nord. C'est une grande ville quand même, Ottawa. Là. Tu sais, souvent, on pense que aux États-Unis, des villes d'1 million, il y en a certainement plus qu'ici, mais tu sais, il y en a pas tout plein non plus. Là. On regarde une ville comme Buffalo qui supporte son équipe de hockey, qui supporte son équipe de football, c'est pas énorme Buffalo non plus. Là. Exactement. Puis avec l'emplacement duquel on parle, puis toutes les possibilités qu'il y a autour des sénateurs en ce moment de ramener des anciens joueurs, je peux pas croire qu'un Board of Governors serait prêt à dire « Hey, on vend-tu une franchise moins chère parce que là, on a une franchise qui est pas en shape, qui drag down la franchise, les prix de nouvelles franchises. » Je vois juste aucunement pourquoi que ça serait dans les cartes. Je le vois toujours pas. Fait que, bref, tout ça pour dire, quand j'ai entendu Renaud Lavoie parler puis expliquer que c'était vraiment simplement pour démontrer que le marché de Québec, tu sais, pour un peu peacocker leur aréna puis tout ça, je l'ai cru. Là. Je vois pas. Tu sais, j'ai jamais pensé que les sénateurs déménageraient à Québec. Je le pense pas non plus. Fait que
je comprends que pour le message, ils ont eu la température de quoi ça avait de l'air puis de quoi la réaction serait. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont fait demi-tour là-dessus. Malheureusement, pour les gens de Québec, je pense qu'Ottawa voyait l'opportunité de qu'on peut vendre 5 matchs puis en même temps permettre à Québec de donner un sample à la Ligue nationale de ce qu'ils peuvent faire. Puis là, à cause de ce qui est arrivé, Québec va être privé de ça. Fait que je pense que c'est malheureux, mais je pense sous aucune forme, ça représentait un potentiel déménagement des sénateurs à Québec ou ailleurs. Ils iront demander aux Canadiens, c'est bien correct. Ils s'arrangeront avec eux autres. Exactement. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Jacob, en terminant, on a une tradition qu'on appelle communément les tirs de barrage. Donc, on a une série de questions pour toi. C'est toutes des affaires qui ont un peu, des fois, par rapport. Tu nous réponds comme ça vient. Parfait. Ouais, on en a 4-5 comme ça. Dans le fond, pour commencer, ton joueur préféré quand tu étais jeune? Daniel Alfredson. Juste un joueur qui nous a fait vivre trop d'émotions, trop de beaux souvenirs. J'ai une photo avec lui dans mon bureau. Ben oui. Quand il est sorti. Quand le gilet est sorti, ben oui. Ouais, Daniel Alfredson, moi, mon frère, mes amis, on se rassemblait tous. Là. Il y en a des fans des sénateurs à Gatineau, puis Daniel Alfredson, c'est le joueur qui nous a fait vivre le plus d'émotions en tant que fan des Suns. Présentement, dans toute la Ligue nationale, ton chandail préféré? C'est drôle, là, c'est pas un qui est populaire, mais l'uniforme à l'étranger du Wild du Minnesota, c'est un que j'aime. Ouais, puis je prends beaucoup de monde par surprise avec ça. Mais je trouve le logo, il est super bien fait, il est bien pensé, il est bien conçu. Moi, c'est des couleurs qui me parlent. Là. Ceux qui vont m'écouter ne me verront pas, mais vous autres, vous voyez, c'est vert, forêt, pas à peu près dans le livre aussi. Toi, c'est le vintage white que t'aimes aussi, là. Le vintage white, en fait, l'uniforme, il est blanc. Il y a un contour, puis il y a un peu de vintage white, mais l'uniforme en tant que tel est blanc. Okay. Puis ils ont fait les épaulettes différemment, ça finit carré, les chiffres sont rouges. Ils ont vraiment fait des belles injections de couleurs. Tout le striping est gardé vert et blanc de mémoire. Puis c'est vraiment, les accents sont bien placés, puis je le trouve juste hyper bien designé, cet uniforme-là. Puis je spécifie celui à l'étranger et non celui à domicile. Sinon, les Rangers, celui à l'étranger. Ouais, celui à l'étranger, c'est vraiment le blanc qui est mon coup de cœur. Puis sinon, les Blue Shirts, les Rangers, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment, vraiment aimé. Un classique. Yes. Fait que si on part du plus beau, y en a-tu un que t'es pas capable de regarder? Pas capable de... À part lui des Canadiens, là, on partage toute la même... Il faudrait que je fasse le tour souvent quand on me pose j'ai le magazine en avant de moi. Il y en a que j'aime pas, là, les Preds, j'ai jamais été un gros fan. Les Stars de Dallas, je comprends pas trop. Je sais qu'il a été bien reçu, mais je le trouve pas beau. Je trouve vraiment pas que c'est intemporel. Je trouve qu'ils sont retournés un peu au look des logos je sais pas si vous vous rappelez quand les Pistons de Détroit avaient amené leur logo du cheval avec le gros exhaust. Je trouve que c'est un peu dans cette vague-là. Fait que c'est deux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a beaucoup que j'aime. Un facile, peut-être, le dernier des Maple Leafs. Non, j'ai pas trouvé. Non, vraiment pas. Là. Non. Celui à l'envers, les deux sont laids. Pourtant, je trouve qu'ils ont fait une bonne job, les Maple Leafs, de rebrander avec leur feuille un peu plus vintage. Je trouve ça quand même beau, là. C'est triste à dire, mais je trouve quand même qu'ils ont un bel uniforme. Plus beau que les Canadiens. Puis, sinon, le nouveau qu'ils sont essayés, je suis pas impressionné. Ton plus beau souvenir en tant que partisan des sénateurs? J'en ai quelques-uns, mais mon plus beau, j'étais au match où on a gagné 5-3 contre les Canadiens en séries éliminatoires où Jean-Gabriel Pageau. Nice. J'étais avec un fan des Canadiens qui était bien déçu, la tête entre les deux mains, mais que, tu sais, même lui, il me suivait souvent dans le temps que je faisais des trucs pour les Suns, puis il y a une grande appréciation quand même pour l'organisation, puis il a dit même ça, là, pour un match dans l'ancien forum ou au Centre Bell, c'était vraiment fort. Fait que l'atmosphère à ce match-là, j'en garde de merveilleux
souvenir. Puis je pense que ça se discutait sur Twitter puis sur HF Boards des meilleurs matchs de l'histoire moderne des Sénateurs. Puis celui-là, c'en est un qui revient souvent sur le sujet. Puis j'étais là, fait que c'est définitivement, je pense, mon meilleur souvenir. Paul McLean avait déclaré, on va renommer les 3 ponts à Gatineau, Jean, Gabriel et Pajot. That's it. Un classique. Gamesmanship. Paul McLean avait été fantastique moi, pour les séries de cette année-là, surtout contre Montréal. Il va toujours rester un des coachs que j'ai le plus aimé juste pour tout ce qui s'est passé cette année-là. Le time-out à 6 secondes, la fin. Ouais. The game within the game. J'adore ça, ce petit truc-là. C'était tellement bon comme série. C'était vraiment le fun comme fan des Sénateurs. Tu sais, on avait connu pas le succès qu'on souhaitait devant les Leafs. Ouais. Puis si je me trompe pas, c'était la première fois qu'on voyait Montréal en série ou c'était la deuxième fois? C'était la première fois. C'était la première fois. Ouais. Puis, en tout cas, ce match-là, c'était juste... Au début du match, je me rappelle, il y avait des chants de Go Habs Go qui commençaient, puis le DJ montait le son pour enterrer la foule, jusqu'à temps que le Go Sens Go prenne le dessus. Puis là, en tout cas, c'était vraiment the game within the game. C'était super cool. Puis sortir de l'aréna de cette game-là, il n'y avait pas un fan des Habs qui chantait grand-chose. Fait que vraiment une cool expérience. Pour changer de sujet, dans le fond, JP en a parlé un peu dans l'ouverture. Il a parlé du 5e baron. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais si on va faire un tour, quelle bière que tu nous suggères? On est ouvert, ça va faire 2 ans à la mi-mai, puis on est déjà rendu à comme 110 différentes recettes de bière individuelles. Fait que j'aurais bien de la misère. Okay. Moi, ma préférée, c'est notre Citadin. C'est une Pilsner d'inspiration tchèque qui est super légère, facile à boire, 4,5%. On fait tous là, des WPA à 8%, des Stout impériales à 10%, des Pale Ale à 5,5%, des West Coast IPA. On est reconnu pour notre grande variété puis notre exécution fidèle de style traditionnel. Fait que, dépendamment dans quel mood que t'es, il va y avoir une bière pour toi chez 5e Baron. Comme c'est Homer Simpson qui me demande, est-ce que vous donnez des échantillons gratuits? Ça, c'est une question qui vient. Oui, des affaires pour essayer. Puis sinon, on a des flights de bière où des palettes de dégustation où tu peux essayer en petit format différentes bières. Fait que très beau spot dans le Vieux-Elmer sur la rue principale, les gens qui y sont, puis passez par un tour. Puis je veux juste, moi, en fait, vous remercier énormément parce que la radio numérique, tout ce qui est blog, vlog, puis tout ça, c'est quelque chose que je suis depuis très longtemps. Je trouve que c'est quelque chose qui a énormément de mérite dans absolument tout. Surtout dans les sports, moi, c'est des gens qui m'ont appuyé depuis super longtemps, les blogs, les vlogs. Je trouve ça important dans toutes les industries. C'est souvent un travail qui est malheureusement très ingrat, qu'on reçoit très peu pour le temps qu'on y met. On a un podcast, nous autres ici, justement, à la brasserie, fait que je le sais un peu. Fait que je voulais vous remercier du travail que vous mettez dans votre podcast. Ça paraît que vous passez du temps là-dessus. Ça s'entend, ça se voit. Fait que super bonne job, puis lâchez pas. Vraiment, merci de faire ça pour les fans des Sénateurs francophones. Ouais, cheers! Mais c'est important de le dire souvent parce que c'est ça, le monde oublie ça, que c'est un médium que des gens passionnés, que beaucoup de connaissances font, puis je voulais absolument le souligner parce que je pense que vous êtes le premier qu'il y a pour nos chers sénateurs. Fait que good job, merci beaucoup, puis lâchez pas. Merci à toi, Jacob. Merci. Alors, c'est ce qui complète l'épisode 20 de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De l'autre côté, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que tous les matchs de la saison régulière des Sens sont disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Vincent Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase.